Analyse, faire du marché action américain dans ce contexte d'incertitude maximale. Nous en parlons avec Thierry Gill, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous nous avez apporté des éléments d'analyse qui permettent de comprendre comment le marché américain réagit, notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. Donc on entame la 3e semaine de conflit aujourd'hui, de conflit militaire. Et donc vous nous apportez alors ce qu'il faut lire comme étant les performances de différents segments de marché sur le marché américain. Toutes les performances sont négatives, mais évidemment, il y a quand même une gamme de performances négatives qui va de moins 0,4% pour les petites capitalisations de style value, jusqu'à moins 8,5%, moins 9% même peut-être pour les grandes capitalisations de style croissance. Comment est-ce qu'il faut lire ce graphique et qu'est-ce que ça nous dit justement de la manière dont le marché américain fonctionne aujourd'hui, Thierry ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu une réaction qui n'est pas habituelle. C'est-à-dire que sur les sell-off qu'on a observés sur les marchés américains depuis une dizaine d'années, traditionnellement, ce qui tient le mieux, ce sont les grosses caps. Et surtout, et c'était le cas depuis très longtemps, les boîtes de croissance. On l'a particulièrement vécu durant le sell-off de mars 2020, quand on était sous Covid. La caractéristique de ce repli de marché qu'on observe en fait depuis la fin du mois dernier, c'est comme le montre ce graphique, sur la partie gauche, on voit que la double condition, qui soit à la fois value et mid-cap, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu la conjugaison des deux, a eu une résilience nettement meilleure que ce qu'on a pu observer. Ça peut s'expliquer entre autres, en tout cas sur le marché américain, par le fait que dans cet univers de sociétés, vous avez trouvé beaucoup de sociétés domestiques, qui, dans un univers qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a tendance à privilégier une zone géographique qui est plus immune, en quelque sorte, par rapport aux grandes boîtes de croissance. Ça, c'est un des paramètres. L'autre aspect qui est un petit peu le corollaire et qu'on vit actuellement avec l'inflation, c'est que dans un monde sous inflation, vous avez la manière dont les analystes regardent les profits à venir, préfèrent parier sur des profits plus immédiats que sur le long terme, donc ont tendance à privilégier les sociétés avec une approche value. Quand vous valorisez des boîtes de croissance, de tech, vous faites sur du discount cash flow avec des anticipations de profits sur des durées assez longues, et ceci a tendance à privilégier aussi une approche value. Donc c'est un peu la conjugaison des deux qui explique cette plus grande résilience. Et c'est une tendance qui, selon nos analystes, devrait perdurer. Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même aussi le reflet d'un nouveau monde ou d'un nouveau régime de marché. Le marché américain est-il encore un marché refuge ? C'est une question un peu générale, mais en tout cas, dans le marché américain, ce qui a été un refuge, le Nasdaq, les GAFAM, les grandes boîtes américaines de croissance qui ont servi de refuge tout au long du cycle précédent, ne sont plus les refuges aujourd'hui dans ce nouveau paradigme. Pour faire court, si vous regardez sur les 20 dernières années depuis la crise du Nasdaq de 2000, on avait eu une accélération très forte entre 98 et 2000 sur les sociétés de croissance. Tout a explosé avec la bulle du Nasdaq en mars 2000. Vous avez eu après une période qui s'est ouverte de 5 à 6 ans, qui globalement a connu son épilogue au moment de la crise du subprime en 2007 et qui a privilégié les approches value. Et on a vécu effectivement entre 2007 et 2020, et un peu plus, je dirais même, jusqu'à l'automne 2020, sur une approche très croissance. Et la crise de Covid n'avait fait qu'accélérer, pour des raisons qui s'expliquaient aussi, parce que qui disait grande boîte de croissance, disait Amazon, disait Apple, disait Microsoft, qui étaient tout indiqués dans un monde sous Covid. Le point d'inflexion, il se situe pratiquement à l'automne 2020. Et je vois parce que nos analystes, nos stratégistes en tout cas, nous ont conduit à avoir une approche beaucoup plus value. Oui. À l'époque, c'était pas forcément encore du plutôt mid-cap ou small-cap, on y est venu quelques mois après, mais je le vois au niveau de nos clients, cette bascule, ils ont beaucoup de mal à la faire. C'est-à-dire, quand vous avez connu 13 ans, vous n'avez connu que ça, changer de paradigme, c'est compliqué. Oui. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Non. Ça a commencé à se faire début 2021, et ça s'est arrêté avec l'apparition du variant Delta. Donc, les réflexes habituels sont revenus. On rejoue des large cap tech croissance. Et finalement, le marché a l'air de vouloir vraiment avoir cette approche value qui, en fait, a déjà commencé aux États-Unis depuis maintenant pratiquement une petite année. Mais je dirais que
ce conflit aujourd'hui qui est à nos portes n'a fait que renforcer cette approche sur nos analystes. D'abord parce qu'encore une fois, la zone américaine est probablement celle qui sera le moins touchée. Elle le sera probablement. C'est un pays qui, d'un point de vue énergétique, est quasiment autosuffisant. L'économie américaine est une économie, les gens l'oublient, mais qui est très tournée, centrée en partie sur elle-même, et éventuellement sur les pays limitrophes que sont le Canada et le Mexique. Depuis 2008, sous Obama, la première zone commerciale devient l'Asie. Donc, c'est une zone qui devrait être plutôt mieux protégée. Ouais, et on le voit d'ailleurs avec l'autre graphique que vous nous apportez, Thierry. Le plus on est domestique, et ça se recoupe avec ce que vous disiez sur les petites capitalisations de style value aux États-Unis, qui ont des business beaucoup plus tournés vers l'économie américaine, domestique, plutôt que vers le reste du monde. Et là aussi, ce graphique de performance est très très parlant. Le plus vous êtes domestique, le plus vous êtes protégé sur le plan boursier. Ce graphique a été présenté lors de notre conférence qui a lieu la semaine dernière annuelle aux États-Unis. On avait quand même plusieurs centaines de clients qui étaient présents par notre stratégiste, et il a voulu un petit peu insister, comme notre conférence a un biais plutôt mid-cap, small-cap, sur la résilience, encore une fois, de ce secteur. Et il a insisté sur le côté, effectivement, international ou domestique. Et on voit sur la partie gauche que les sociétés qui font plus de 90% de leur activité en zone nord-américaine n'ont affiché une baisse que de 2,2%. Alors que sur la partie droite, vous voyez que lorsque vous faites que 30% en domestique, la correction était plus forte. Et c'est une tendance qui, pour nous, devrait perdurer, là aussi. Ouais, ça correspond avec un monde moins mondialisé, avec des crises régulières, permanentes. C'est cette idée-là qui transparaît aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette grande conférence annuelle Raymond James organisée donc la semaine dernière aux États-Unis? Vous en revenez juste, Thierry. Vous avez vu beaucoup de sociétés, j'imagine. Quels sont les éléments clés là, que vous pouvez rapporter de cette conférence? Alors, cette conférence, il y a 273 sociétés qui étaient présentes. J'ai réussi à avoir une petite trentaine. Et ce que j'essaye de faire à chaque fois que je m'y rends, c'est d'essayer de voir 2-3 sociétés d'un même secteur pour voir un petit peu s'il y a une unicité de message ou pas. Ce qui ressort, la première conclusion, c'est que la demande est très largement supérieure aujourd'hui à l'offre. C'est quelque chose qui est important parce qu'on parle de récession. Des récessions sur les marchés boursiers en général sont la conséquence d'un effondrement de la demande. On n'est pas dans ce cas de figure, en tout cas pas aux États-Unis. Ça, même avec le niveau d'inflation aujourd'hui. Même avec le niveau d'inflation. J'ai vu des sociétés de restaurants, on a vu des sociétés de loisirs. Il n'y a pas aujourd'hui de carence dans la demande. J'ai entendu l'interlocuteur précédent, quand on a parlé de l'immobilier, je suis allé voir 3 sociétés qui sont des promoteurs immobiliers. L'une d'entre elles est le numéro 1 américain, qui est D.R. Horton. Et on a actuellement sur des taux longs américains, les taux 30 ans, les Américains aiment bien s'endetter sur des durées longues. On est sur un niveau d'à peu près de 40, de 50. Son propos, c'est de dire en gros, il n'y a pas de risque aujourd'hui tant qu'on ne voit pas des taux longs passer au-delà de 4%. L'analyse du crédit des particuliers est très importante. Plus des 3/4 des dossiers de crédit qui sont soumis sont de qualité supérieure. On n'est pas du tout dans un scénario 2007. Et vous avez une demande qui est forte et une offre qui est réduite, car ils n'ont pas surconstruit. Ça, c'est important parce que l'attitude classique sur l'immobilier, c'est des valeurs qui sont en théorie et en pratique aussi souvent sensibles aux taux. Comme les taux se retournent, il y a eu un re-rating récent. Et ma question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut y retourner? Parce qu'on trouve des valorisations très basses, 5, 6, 7 fois les PE. Alors certains diront qu'il faut trouver d'autres niveaux de valorisation sur des NAV ou autres. Mais voilà, donc ça m'a intéressé. L'énergie, c'est pareil. J'ai voulu essayer de comprendre, c'était un point qui était important. On a, chez Raymond James, une approche qui peut être débattu, de considérer que si on atteint un pic sur le pétrole, ça correspondra au point du SPI. On a pris comme exemple 1990. Je pense qu'en fait, il y avait des vraies raisons militaires il y a 30 ans qui ont expliqué le fait que ça correspondait à un point bas de marché, qu'importe. Mais sur le pétrole, proprement dit, la question, c'était de savoir, est-ce que les producteurs indépendants vont commencer à produire plus. Oui. Il y a un choc d'offres avec le ban du pétrole russe. Les exportations russes vont baisser, la production russe va baisser. Et c'est intéressant parce que tout de suite, on a vu l'administration Biden s'agiter, retourner voir le Venezuela, essayer de faire avancer les discussions avec l'Iran, des pays qui étaient quand même plutôt des États bannis aussi par les États-Unis ces dernières années. Et vous dites, même la capacité de production américaine, finalement, ne changera rien au déficit d'offres qu'on va connaître sur le marché pétrolier. Les messages, moi je suis allé voir 3 sociétés producteurs indépendants, dont un acteur assez important qui est pionnier, j'ai vu Marathon Oil et Diamondback. Le message est le même. Depuis 2 ans et demi, c'est un secteur qui a changé de paradigme.
la priorité, c'est générer du free cash flow, leur cash, moins leur capex. Et aujourd'hui, alors qu'on a, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 650 puits de forage actuellement aux États-Unis. En 2014, au précédent pic, on était à 1800. Et moi, je pensais qu'on aurait peut-être un message ou de solidarité ou d'une volonté politique. Ils n'en ont qu'une. Et aux États-Unis, vous êtes dans un pays profondément capitalistique. Et ce que peut bien vouloir dire Biden, d'ailleurs, c'est assez étonnant par rapport à ce que vous venez de dire. Biden va aller solliciter d'autres pays. On a envie de leur dire, commencez à solliciter les producteurs chez vous. Et les producteurs ne sont pas dans cette logique-là aujourd'hui. Donc le feront-ils à un moment donné? Pourquoi? Parce que c'est priorité au cash flow. Oui, c'est priorité au cash flow. Voilà. Et c'est ce que la plupart des sociétés qu'on a vues nous ont délivré comme message. Et j'ai discuté avec mon analyste pétrole à ce sujet-là. Il m'a dit, en fait, la vraie bascule, c'est faite durant le Covid, en mars 2020, où, en fait, pour des raisons sanitaires, on a dû fermer des puits. Mais ils se sont rendus compte que, finalement, ils arrivaient à générer du cash et c'était plus la course entre guillemets à l'échalote pour produire de plus en plus. Et donc, on verra, les Américains sont quand même, sur le papier, les premiers producteurs mondiaux, dans des tailles à peu près proches des Russes et des Saoudiens, mais donc ils ont la capacité à pouvoir le faire. Le feront-ils? En tout cas, au sortir de cette réunion, la réponse aujourd'hui, c'est non. Oui, c'est ça. Il ne faut pas escompter que les producteurs américains deviennent les producteurs marginaux de dernier ressort là, pour approvisionner le marché pétrolier. Non, et puis ils ont la perception, d'ailleurs on le voit sur la configuration en backwardation sur le pétrole, en fin d'année vous êtes sur des niveaux un peu en dessous de $90. Alors on est ce matin à 96, il y a 8 jours on était à 130, beaucoup de gens pensent que c'est juste un pic qui ne devrait pas durer. Conclusion, il y a déjà beaucoup de choses dans tous les éléments d'analyse que vous nous avez apportés, Thierry, mais conclusion, la synthétique en termes de thématiques d'investissement qui vous paraissent opportunes aujourd'hui? On est dans des marchés qui sont dans l'émotionnel en ce moment et ça va durer. Et donc dans cette logique-là, tous les analystes, je dirais la justesse de leurs prévisions sont parfois délicates. On l'a vu en 2020, ils ont été trop pessimistes dans la baisse, pas assez optimistes dans le rebond. Donc on peut aller chercher, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, peut-être dans des éléments, je pense, d'analyse de sentiment de marché. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des outils techniques dans ce marché. Il faut travailler, analyser l'indice de la peur. Vous évoquiez le VIX à 30, c'est important. Quand vous êtes à 35 ou 40, ça peut correspondre à des points d'entrée dans le marché. Il faut regarder les niveaux de liquidité des institutions. Il faut regarder les leaderships de marché. Mais si je devais donner un peu un avis aujourd'hui, je dirais que notre sentiment à nous, c'est qu'on va rester dans un monde sous inflation peut-être plus longtemps que ce qu'on pensait encore il y a un mois. Et ça, c'est le message qui a été délivré, en l'occurrence, le cours du baril qui va rester élevé. Et si vous êtes sur un niveau d'inflation qui est bien malin, celui qui saurait dire où on sera à la fin de l'année, mais on sera probablement au-dessus de 3%, il faudra privilégier les actifs tournés vers la value, je pense, et plutôt les actifs domestiques nord-américains. Merci beaucoup Thierry, merci pour votre éclairage et votre analyse du marché américain. Thierry Gill qui est avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse, le président de Raymond James Euro Equities. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.